Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la Maison internationale des associations. Je m'appelle Hervé Pichelin, je suis le directeur de cette maison. Nous avons le plaisir de vous accueillir pour ce qui sera la dernière rencontre MIA avec le service public avant la coupure estivale. Nous organisons aujourd'hui avec le Centre d'accueil de la Genève internationale, dont le responsable du secteur ONG, M. Julien Beauvalet, est présent aujourd'hui, cette rencontre avec les services publics qui vous permettra aujourd'hui d'entendre M. Julien Duboucher-Cortet, qui est directeur de du service de l'inspection du travail à l'Office cantonal de l'inspection et des relations de travail, qui est un office qui regroupe un certain nombre de services en charge du marché du travail genevois. Pour cette dernière rencontre avec le service public, dont le but est un peu aussi de vous faire rencontrer en direct, de mettre des visages sur le service public et de pouvoir vous informer et poser des questions dans un cadre un peu informel. Le choix s'est porté effectivement sur une question qui traverse à la fois le champ de l'associatif local et des ONG internationales, à savoir la question de l'emploi des stagiaires. Beaucoup de secteurs à Genève, qu'ils soient dans le domaine de la culture, dans le domaine de la solidarité internationale, mais aussi d'ailleurs dans des entreprises et des services publics, emploient des stagiaires, parfois même fonctionnent grâce aux stagiaires. Et Genève s'était déjà doté effectivement d'une législation spécifique concernant l'emploi des stagiaires, législation qui a été complétée cette année suite à la votation et l'adoption l'année dernière d'un salaire minimum sous condition, je ne reviendrai pas sous les modalités du salaire minimum, mais qu'effectivement maintenant certaines catégories de stagiaires sont aussi concernées par l'application de ce service minimum. Donc aujourd'hui, cette rencontre sera en hybride. Elle est filmée en ce moment et diffusée effectivement sur YouTube. Elle sera disponible sur le site du KJ et de la MIA dans les jours à venir. Le PowerPoint qui défile derrière vous sera aussi à votre disposition sur nos sites respectifs. Et puis, j'aurai l'occasion à la fin un peu de vous présenter aussi quels seront nos moments des rencontres MIA de l'année prochaine. Merci d'être venu et surtout merci à notre intervenant d'être venu aujourd'hui vous présenter cette problématique avec des enjeux importants pour vos organisations. Merci. Merci Hervé. Bonjour à toutes et tous. Donc, effectivement, moi je vais vous proposer cette information sur la question des stages et notamment de leur rémunération. C'est une présentation à la fois que j'ai faite il y a 2 ans dans un contexte un petit peu différent puisque nous n'avions pas encore la mesure du salaire minimum légal qui est entrée en vigueur en novembre 2020. Et donc, la présentation que vous avez sur le PowerPoint et qui vous est accessible est celle que j'ai outrageusement volée à mes collaborateurs qui donnent, dans le cadre des formations de l'OCIRT et de son catalogue, une formation très régulièrement sur la question des stages. Donc cette formation, elle est accessible à tous, comme la plupart des formations que donne le CIRT, qui publie un programme de formation à cet égard. Et puis, en plus, je pense que dans les années à venir, on va garder de la période récente le fait de, comme aujourd'hui, coupler les formations présentielles avec des webinaires, ce qui nous permet finalement de convier plus de monde parce qu'on n'a pas beaucoup de grandes salles dans notre office. Et puis évidemment, c'est souvent plus facile pour des employés, par exemple, de pouvoir se libérer 1 heure le temps d'un webinaire. Donc, de ce fait, moi, je vous propose de ne pas suivre trop littéralement le PowerPoint pour une bonne raison, c'est que celui-là a été à ce stade vraiment adapté très rapidement à la question du salaire minimum puisque la formation a dû être donnée, la formation pour laquelle le PowerPoint a été essentiellement conçu peu après l'entrée en vigueur du règlement, j'y reviendrai, qui précise un certain nombre de choses concernant justement le salaire minimum et les stages. Donc évidemment, c'est des questions qui vont être importantes. Donc moi, je propose, puisque j'ai eu aussi l'occasion d'être interpellé par de nombreux employeurs et notamment des ONG qui se sont
signalées. Je n'ose pas dire qu'elles se sont jetées dans la gueule du loup, mais c'est des fois un peu le cas, puisqu'elles sont venues nous décrire des conditions de stage qui, effectivement, étaient déjà problématiques. Je pense que c'est un premier point à soulever ici. C'est clairement que ce que change le salaire minimum, c'est pas les normes qui permettaient de qualifier les stages comme étant non problématiques. Puisque ce qui se produit dans les stages, c'est qu'on a affaire, et là je fais un petit peu, j'essaie de remonter un petit peu conceptuellement, c'est que les stages sont une sorte de contrat mixte avec du contrat de travail et de la formation. Il faut... Donc évidemment, la question, c'est que le salaire, si on suit le contrat de travail, doit être rémunéré selon les normes usuelles. Alors, les normes usuelles, en Suisse, elles sont relativement, extensibles ou une certaine amplitude est admise, évidemment, hormis tous les secteurs dans lesquels il y a des salaires minimums, ce qui est le cas notamment en Suisse, des CCT, donc les conventions collectives de travail, qui très souvent comprennent des salaires minimums, ce qui n'est pas toujours le cas. Et puis, depuis la libre circulation, les contrats types de travail qui sont édictés par la Chambre des relations collectives de travail et qui peuvent aujourd'hui, depuis les mesures d'accompagnement à la libre circulation, prévoir des salaires minimums impératifs. Maintenant, si on reprend les ONG, on est plutôt dans un secteur où jusqu'à présent, ou dans l'associatif, par exemple, qui sont typiquement des secteurs qui répondent ni au monde conventionnel, ni au monde des contrats types de travail, on n'avait pas de salaire impératif. Donc évidemment, la question des stages se posait, mais elle ne se posait pas vraiment sous l'angle salarial, puisque la logique du stage, et j'ai oublié d'y revenir, c'est que du fait de sa nature, normalement, il n'y a pas de salaire au sens usuel qui est appliqué aux stagiaires. Faut-il que les stages soient vraiment des stages? Et c'est pour ça que sous cet angle-là, les choses n'ont pas évolué. C'est-à-dire que du point de vue de la régulation qui a été désirée à Genève par le Conseil de surveillance du marché de l'emploi et qui a posé des indicateurs, des normes ou des conditions pour considérer qu'un stage est vraiment un stage et donc de ce fait-là peut échapper aux règles ordinaires qui régissent les contrats de travail en termes salariaux, cela demeure. Simplement, évidemment, quand on n'avait pas de salaire minimum imposable, et c'était le cas dans la plupart des secteurs concernés, on n'avait pas de possibilité d'exiger la mise en conformité, et le contrôle s'effectuait via une convocation devant la commission des mesures d'accompagnement, qui est une émanation de notre instance tripartite de surveillance du marché de l'emploi dont j'ai déjà parlé, donc le CSME, et on invitait instamment, mais sans plus de mesures de contrainte, les entreprises dont on considérait que les stages n'en étaient pas vraiment au sens des critères qu'avait fixé la même instance, de se conformer au salaire usuel qui là faisait référence. On avait les références qu'on pouvait trouver notamment dans l'enquête suisse sur les salaires. Enfin, il y a le calculateur suisse des salaires qui, sur la base de l'enquête suisse justement sur les salaires, permet, avec un certain nombre de caractéristiques, de produire les salaires dans leur diffusion, hein, puisque, comme je l'ai dit, pour un même travail en Suisse, on peut avoir des normes usuelles qui comprennent des salaires assez différents. Mais ça permettait de faire un référentiel, et c'est celui qu'on utilise en général dans les demandes de ce qu'on va appeler, nous, les mises en conformité sur le plan des contrôles de l'inspection du travail. Voilà un peu pour ce préambule, peut-être. Voilà. Donc, ce qui était, alors ça, c'est des considérations, peut-être, j'y reviens très rapidement, qui ont aussi amené le Conseil de surveillance du marché de l'emploi à édicter des règles en matière de stage. C'est qu'évidemment, nul n'ignore que ce phénomène a été, en s'amplifiant au gré de difficultés d'entrée sur le marché de l'emploi, mais deux raisons, j'allais dire un peu politiques, ont déterminé le fait de prendre des positions sur la question des stages. C'est à la fois qu'il y a un accord à Genève d'avoir une action forte contre la sous-enchère salariale.
Donc c'est bien joli d'aller faire des inspections partout pour faire respecter les salaires en usage et puis de laisser une porte d'entrée finalement qui serait de la sous-enchère, puisque si on ne paye pas les travailleurs au motif qu'ils seraient stagiaires et qu'ils ne le sont pas, bien évidemment qu'on a de la sous-enchère. Et puis par ailleurs, là d'un point de vue plus sociologique, on fait l'observation, alors après les causalités ne sont pas forcément faciles à faire, mais que dans l'enquête qui avait été faite, là je vois en 2007, on voyait que en fait, les personnes qui avaient des stages, avaient suivi des stages, trouvaient moins facilement du travail. Alors, on pourrait dire cyniquement que ceux qui trouvent des stages, c'est parce qu'ils sont moins qualifiés, puis que du coup, ils ne trouvent pas d'emploi en premier. Mais enfin, l'effet souvent argué par les employeurs de dire on donne une première chance, ça augmente l'employabilité, pour utiliser ce beau terme, n'était pas en tout cas avéré du point de vue statistique. Donc, 2 raisons pour réguler le domaine des stages. Évidemment, ce n'est pas une prise de position pour dire que les stages ne sont pas utiles ou qu'ils ne sont pas désirables, c'est simplement d'en préciser les conditions. Et donc, par rapport à ces conditions, donc définition, donc je l'ai dit, le Conseil de surveillance du marché de l'emploi a édicté, alors c'est beaucoup dire puisqu'il les a simplement communiqués par voie de communiqué de presse, les décisions qu'il avait prises, mais qui engagent finalement l'inspection du travail dans son travail justement de contrôle pour établir un moment où il devait y avoir une intervention ou alors la constatation d'une conformité. Il faut quand même préciser à ce stade, parce que on le verra, une définition difficile, celle de stagiaire, de savoir si elle est problématique ou non problématique, ce qui est le langage qui a été utilisé par le Conseil de surveillance du marché de l'emploi, c'est que, évidemment, l'administration peut prendre une décision sur sa lecture et ses directives. Maintenant, un employeur pourrait très bien faire recours. On en aura peut-être d'ailleurs, puisque maintenant, comme je l'ai dit, ce qui va changer, c'est que du fait de l'entrée en vigueur du salaire minimum, on pourrait être amené à sanctionner un employeur en disant, ben voilà, vous n'avez pas respecté le salaire minimum, il va dire mais c'est un stagiaire et on dira non, c'est pas un stagiaire. Donc peut-être qu'on aura une clarification aussi judiciaire, parce qu'à ma connaissance, on n'a aucune clarification là-dessus. On a pour l'instant, je dirais, que les normes d'interprétation classiques du droit du travail et qui permettent de définir un certain nombre de choses. On verra un autre domaine d'application, puisque j'ai eu beaucoup de questions relatives à ça, qui est celle du bénévolat, mais oui, dont on verra que c'est guère plus facile de définir ce qu'est un travail bénévole d'un travail salarié. Donc, l'idée du CSME, ça a été d'identifier le type de stage et dans quel finalement contexte on pouvait considérer que fondamentalement, ce qui est à apprécier, c'est la nature formative. La nature formative, il y a un premier point, et c'est pour ça qu'on les différencie des premiers emplois, ce n'est pas le travail lui-même qui est formateur. C'est formateur au sens que l'expérience qu'on acquiert par le travail, par les relations qu'on a dans le monde du travail, évidemment, forme la personnalité. Mais ce n'est pas formateur au sens qu'on ne fait pas de la formation par la simple exécution du travail. C'est d'autant plus clair en Suisse qu'on a en Suisse un système qui est bien établi et qui consacre le contrat mixte formation-travail, qui est le contrat d'apprentissage. Donc, quelque part, le monde de la formation professionnelle est très bien encadré déjà dans le contrat d'apprentissage. Alors, c'est vrai, il n'y a pas des apprentissages pour toutes les formations. Il y en a pour ceux où les branches sont organisées, et puis elles sont effectivement plutôt au niveau des formations primaires et concernent beaucoup moins évidemment les formations universitaires qui ressortissent à un tout autre régime. Mais pour dire que le cœur de la logique, et on le voit très bien dans le contrat d'apprentissage, et c'est quelque part symbolisé par une rémunération qui augmente d'année en année, c'est que la part en travail de l'apprenti et sa productivité va augmenter au fur et à mesure. Ça vaut pour un apprenti. Si on est dans le domaine du droit du travail ordinaire, on ne paye pas, alors, à part les intéressements, les commissions et autres, qui sont contestables par ailleurs en termes de qualification de contrat de travail, mais ça, on passe dessus. Mais en général, la productivité n'est pas un instrument
du contrat de travail. Le contrat de travail prévoit un horaire, prévoit une rémunération. À l'intérieur de celui-là, l'employeur est libre de fixer des objectifs et il est libre de résilier le contrat de travail, notamment en Suisse, s'il estime que les objectifs ne sont pas remplis. Mais vous n'adaptez pas la paye mensuelle de chaque salarié en fonction de la satisfaction que vous lui trouvez. Et c'est la raison pour laquelle quelqu'un qui commence son emploi, il est admis qu'il a un temps de formation qui est choix à l'entreprise. D'où ce fait que l'aspect formation doit vraiment être déterminant dans le contrat de stage. Et c'est pour ça que, comme vous le verrez, les différents stages qui ont été fixés comme non problématiques, j'allais dire a priori, c'est-à-dire que quand ils rentrent dans ces catégories, on n'analyse pas plus loin les conditions effectives du stage. Et puis après, on verra, pour certains cas qui seraient considérés comme non problématiques, il y a la possibilité d'une analyse cas par cas, puisque effectivement, des fois, on n'a pas les conditions telles qu'elles sont présentées qui sont remplies, mais qui peuvent vraiment obéir à la logique d'un stage. Donc on a quand même une réserve, je dirais, pour les cas particuliers, mais on va évidemment traiter premièrement les cas qui sont balisés. Donc, vous avez les plus simples, c'est évidemment le lien avec des formations scolaires. Donc, si vous êtes dans un cursus scolaire et que le stage est prévu dans le cursus scolaire, qui aujourd'hui, on les trouve aussi dans les cursus universitaires, ce qui n'était pas le cas encore il y a quelques années, où vous pouvez, des souvenirs que j'en ai, choisir en fin de licence, par exemple, enfin licence, je parle encore avec le langage de mon temps, enfin en fin de bachelor, vous pouvez soit rédiger un mémoire selon les branches, soit un rapport de stage, donc on voit bien que les stages ont été... et je crois que par contre, l'université exige que les stages soient justement non rémunérés, mais pour que le caractère formateur soit bien marqué. C'est juste, je vois quelqu'un qui opine, merci. Donc ceux-là, évidemment, ils ne posent pas de problème. La question qui peut poser problème, c'est les formations dites certifiantes. Ça peut poser problème parce que, simplement, en Suisse, on a quand même finalement très peu de métiers protégés, donc dont le titre vous permet l'accès à un marché. On a évidemment les avocats, les médecins. Après, en plus, avec les différenciations, si vous êtes FMH qui vous donne accès à d'autres choses, mais les architectes, par exemple, ne sont pas protégés à ma connaissance. Évidemment, il y a des protections qui se forment du fait de politiques assurantielles. C'est que si vous n'êtes pas membre de la SIA, pour les architectes, vous n'aurez pas accès à un certain nombre de contrats. Mais ce n'est pas une protection. Moi, je peux venir aujourd'hui et dire je suis architecte. Alors, psychologue, je crois que c'est devenu plus compliqué. On voit en tout cas d'être régularisé. Mais donc, on a très peu, finalement, de formations qui créent, je dirais, le monopole d'une profession. Donc, certifiant laisse une place à certaines discussions. Maintenant, évidemment, c'est plus facile quand même ce sont des métiers qui sont visés. Donc, si on pense à l'hôtellerie-restauration, il y a vraiment des filières où on voit bien qu'il y a des métiers derrière. Après, il y a des choses qui sont beaucoup plus discutables du point de vue du contenu certifiant. Mais je passe ici sur la casuistique parce qu'elle est complexe. Il y a une deuxième catégorie, là je ne vous cache pas que je n'ai jamais très bien compris la portée, qui est des stages après une première formation, que je dois le lire parce que je ne m'en souviens pas sinon, finaliser, stage d'orientation en vue d'une deuxième formation. Alors je crois qu'elle existe pour des cas très particuliers, et notamment il y a un programme de l'université qui prévoit cette manière de faire, et on verra parce qu'ils remplissent toutes les conditions qui seront vues ensuite sur la question de la formalisation du stage. Là, on parle des secteurs dans lesquels ils se réalisent. Et puis le dernier, c'est les stages de réinsertion professionnelle ou sociale dans la mesure où ils relèvent d'un dispositif légal, fédéral, cantonal. Alors là, il y a une certaine évidence, puisque Genève ne serait pas en mesure d'imposer un salaire dans le cadre des stages que fournit soit le chômage, soit l'assurance invalidité. Et donc ça a été étendu aussi
aux stagiaires qui sont dans les programmes de l'Hospice Général, par exemple. Voilà, là, c'est ce que je vous disais par rapport à la possibilité de faire valoir des stages qui ne seraient pas considérés de prime abord comme forcément non problématiques, de les faire examiner finalement par le CSME. On verra aujourd'hui avec la révision de la loi et du règlement d'application un cas de figure avec les stages communaux. On y reviendra. Alors après, on vous a donné toute une série de cas de stage dans les cursus. Je ne vais pas m'étendre là-dessus, vous pourrez les retrouver. Voilà. Alors ça, c'est le fameux programme Uni-Emploi. Je n'ai pas réussi vraiment à trouver d'autres. Disons qu'on pourrait imaginer, j'anticipe peut-être sur la question du lien avec des instituts de formation, c'est que les stages de formation doivent faire l'objet, on le verra sur les aspects, je dirais, plus formels, contractuels, d'une convention de stage tripartite. Donc évidemment avec le stagiaire, l'employeur et l'institut de formation. Et donc là, en l'occurrence, c'est un peu la raison, c'est que on peut imaginer des situations dans lesquelles des stages pourraient être validés, entre guillemets, par un institut. J'y pense, mais je ne suis pas sûr, je n'ai pas eu d'exemple, mais on peut imaginer maintenant qu'il y a beaucoup de masters spécialisés qui ne sont pas la suite du bachelor, mais qui sont spécialisés et qui sont généralement accessibles sur dossier. On pourrait imaginer que les responsables administratifs du master confirment par une convention que tel stage serait utile pour le dossier du candidat. Mais c'est une hypothèse que j'ai pour essayer de trouver un exemple. Alors là, effectivement, les stages d'insertion professionnelle, on a, et on y reviendra peut-être avec la modification du règlement, on n'a pour l'instant que des dispositifs cantonaux et fédéraux. Donc par exemple, on a eu la problématique qui nous a été soulevée des communes. Donc on verra qu'on a inclus ou tenter de combler des lacunes de la loi en termes d'exception au salaire minimum via le règlement. Voilà, alors là, vous avez toute une série... Donc là, vous avez toute une série de définitions de stages qui existent et dont on voit par les définitions qui sont mises par les organes eux-mêmes, ont généralement la caractéristique, et qui est une des caractéristiques importantes pour déterminer la nature du stage, qui est la durée limitée. On le voit, on parle dans le chômage 3 mois, je ne sais plus l'autre, c'était 6 mois, mais je ne sais plus, c'était dans le... juste avant, voilà, stage pour les personnes au chômage, 6 mois maximum. Voilà. Donc ça clairement, c'est une des dimensions. Les stages d'orientation à parler, ça c'est un exemple lié au memento de l'État de Genève, mais ce n'est pas l'État de Genève qui fait la loi en la matière. Voilà, ça c'est peut-être plus intéressant parce qu'on commence à rentrer aussi dans les critères de différenciation. Donc les critères qui sont non pertinents. Alors effectivement, lacune linguistique. C'est pas parce que quelqu'un ne maîtrise pas la langue que soit on l'engage, soit on ne l'engage pas d'une certaine façon. Si le contenu du travail est celui des autres salariés, il n'y a aucune raison. Sinon, on lui paye, ou on exige de lui qu'il aille acquérir les compétences linguistiques. Mais on ne peut pas, à ce titre-là, le considérer comme stagiaire. C'est le contexte de travail qui doit être formateur par rapport aux qualifications recherchées par la personne. C'est pas un stage linguistique que d'aller faire la plonge dans un restaurant sous prétexte que comme ça la personne peut côtoyer la langue locale, si tant est qu'il y en ait. Le manque d'expérience professionnelle, c'est exactement le cas principal, je dirais, qui était visé par la notion de faux stagiaire. On sait que nos voisins français ont développé de manière très importante ces questions de stage post-formation universitaire. Voilà, ça c'est clairement ce qu'on ne voulait pas. L'expérience professionnelle, elle s'acquiert par la profession, mais faut-il qu'on exerce la profession et donc qu'on soit rémunéré comme un professionnel.
La question du diplôme étranger, évidemment, on a aussi ça. Alors, on peut prendre un exemple, puisqu'on l'a eu encore récemment, sur les bureaux d'architectes, où il y a la coutume de faire travailler les premières années les diplômés étrangers dans un statut différent des autres. Donc, évidemment, avec la libre circulation des personnes et le système européen d'équivalence des diplômes, l'argument n'est plus valable, s'il l'a jamais été. Et alors on parlait de durée, mais le fait que ce soit de courte durée n'est pas un argument en soi. C'est une condition, mais ce n'est pas une possibilité d'en faire un stage. Alors il y a une particularité, puisque là on parlait de stages notamment en Suisse ou en provenance de l'étranger, évidemment dans la zone de libre circulation, pour ce qu'on appelle donc les États tiers. On a une autre problématique, puisque comme il y a une problématique de permis, ça passe par un autre service que le nôtre, mais qui est également au sein de l'Office cantonal, le CIRT, c'est la main-d'œuvre étrangère qui délivre des permis et qui là pose des conditions supérieures, à savoir que cursus intégré au cursus d'études, donc pas des stages d'orientation entre deux formations, une rémunération minimale qui est là fixée, qui est en gros l'estimation de ce qu'il faut pour vivre minimum, vraiment un minimum à Genève durant quelques mois. Donc ça, c'est ce minimum. Et puis un stage qui est quand même très limité dans le temps, puisqu'il s'agit de 4 mois. Donc il y a des restrictions supplémentaires, mais qui sont rendues possibles finalement par la délivrance d'une autorisation. Évidemment, dans le cadre de la libre circulation des personnes, ces genres de choses ne peuvent être imposées. Voilà. Peut-être sur ces premiers points, donc l'inverse de cette définition, ou en miroir, ce qui n'est pas un stage est un emploi. Et évidemment, c'est là où on va rentrer après dans les problématiques que soulève l'introduction d'un salaire minimum. Tout en rappelant bien que cette première partie était valable avant. On ne l'a pas modifiée d'ailleurs. Ce n'est pas la définition du stage en tant que tel qui pose problème avec le salaire minimum, c'est le salaire minimum. Soyons clairs. Alors là, on vous a fait quelques exemples de super stages qu'on a pris même chez nous, je crois. Aïe, aïe, aïe. Car on ne va pas faire la fable du cordonnier. Mais bon, on verra que la Confédération est guère meilleure. Donc ça, on en a des tas de ces annonces. Donc on le voit très clairement et on le verra aussi dans les conditions, j'allais dire contractuelles du stage. Quand on vous parle d'un stage, mais qu'on vous donne des responsabilités, qu'on vous explique en rien l'encadrement que vous allez avoir, et puis que, bon, des fois la limitation dans le temps, c'est en gros, on vous prend comme stagiaire et si tout va bien, on vous engage derrière. Voilà, là on a des indices que clairement, on est des gens qui prennent un premier emploi et puis on estime que comme c'est leur premier emploi, on peut se permettre de les payer moins. Voilà. Alors, on y vient aux éléments plus contractuels, plus formels du contrat de stage. Donc, comme dit, le stagiaire est un employé comme un autre, même s'il a finalement un contrat de travail mixte, en quelque sorte, puisque la part est de formation. Un des éléments, j'y viens à ça, d'ailleurs, qui permet d'identifier, c'est un indice. De nouveau, on travaille avec des indices, il n'y a pas des éléments qui sont tellement fixes qu'on peut dire à 100% ceci est un stage, ceci n'est pas un stage. La logique du stage, c'est que c'est quelqu'un qui vient en supplément de l'effectif normal de l'entreprise. C'est pour ça qu'on voit bien le problème d'organisation d'entreprises qui ne fonctionnent, entre guillemets, qu'avec des stagiaires. Parce que, quelque part, si la part formation est prépondérante, l'apport, disons, l'entreprise est censée pouvoir fonctionner sans l'apport du stagiaire. D'ailleurs, normalement, on n'engage pas un stagiaire. On prend un stagiaire, on accueille un stagiaire, on reçoit un stagiaire. Et cette différence linguistique, elle n'est pas dénuée de sens. L'engagement, alors évidemment, comme il y a des contrats, des choses à signer, ça peut s'en rapprocher. Donc,
comme ça a été dit, pas différent d'un contrat de travail. Donc évidemment, il y a toutes les règles qui s'appliquent au travail, donc notamment la loi sur le travail, ce qui est quand même important de signaler. Donc évidemment, non content de le payer moins, on ne peut pas non plus le faire travailler plus. Donc les limites horaires du travail s'appliquent aussi aux stagiaires. Le salaire donc, est soumis à l'AVS, ça veut dire que clairement, il y a une soumission aux assurances sociales, donc c'est reconnu comme du salaire. Avec l'exigence qui est juste au-dessus, dont j'ai déjà parlé, c'est la durée déterminée. Il n'y a pas de stage en CDI. Et puis, comme c'est annoncé, dans certaines CCT, les stages sont prévus. Donc ça, c'est aussi un indice fort que le stage en tant que tel n'est pas problématique. En tout cas, il connaît un encadrement. Après, il peut y avoir abus du stage en tant que tel, puisqu'on peut aussi déclarer un stagiaire à qui on fait faire des choses qui vont au-delà d'un cadre de stage. Donc, par rapport au contrat lui-même, comme on le voit, il y a des éléments qui se relèvent très clairement du contrat de travail, qui sont la durée hebdomadaire, la durée du contrat, les noms des parties signataires au contrat, le salaire, tout ça est relativement habituel. À signaler quand même que le contrat de travail en Suisse ne prévoit pas nécessairement un contrat écrit. Ici, évidemment, si on a la signature, le nom des parties signataires, ça implique nécessairement la forme écrite. C'est un formalisme de plus. Et puis les deux éléments qui sont propres au contrat de stage, c'est évidemment les objectifs de formation et la personne de référence. Quand vous avez un stagiaire, il y a quelqu'un qui est censé veiller, puisque comme il y a des objectifs de formation, évidemment, la personne ne va pas se former comme ça en se baladant dans l'entreprise. Sous réserve des stages d'observation, mais qui sont encore un autre format. Voilà, alors là, typiquement un exemple de convention. On reste dans un cadre helvétique, donc avec un formalisme modéré. Donc les éléments doivent y être. Il n'y a pas de document de référence avec une norme ISO pour dire comment le contrat doit être rédigé. Voilà, les salaires du coup à respecter pour un premier emploi. Donc là, je l'ai dit, il y a toute une série de textes de référence en Suisse qui fixent un certain nombre de salaires minimums. Donc là, ceux-là, évidemment, ils sont prévus dans les CCT cet été, donc ils doivent être forcément respectés. C'est un premier niveau. On a, oui, je l'ai dit, cet été. Donc la différence entre les minima obligatoires, c'est parce que quand il y a des conventions collectives étendues, toutes les entreprises de la branche sont soumises aux conditions de la convention, même si elles ne sont pas partie prenante. Et évidemment, ceux qui sont hors convention ne sont pas tenus au respect lorsqu'il n'y a pas extension de la CCT. Ceux qui ne sont pas signataires ne sont pas soumis. Et à ce titre-là, les salaires des CCT, les minimums, servent de référence. On verra avec le salaire minimum aussi, il y a beaucoup de choses qui changent puisque nombre de CCT contiennent des salaires encore aujourd'hui inférieurs au salaire minimum. Donc de toute façon, pour la distinction finalement entre les soumis et les non soumis à des CCT non étendues a tendance à s'estomper dans toute une série de secteurs du fait de l'introduction du salaire minimum. Donc là, on vous présentera assez rapidement les modalités d'adoption de ces textes de référence. Donc ici, les CCT qui sont donc des contrats collectifs de travail, donc qui sont des contrats au sens du droit privé, avec la particularité de devenir des instruments de droit public via l'extension des conventions qui se fait par acte normatif fédéral. Ah oui, peut-être une question. Oui, bien sûr. Alors après, il y a toute une série de questions, notamment là-dessus, mais effectivement, je n'ai pas précisé que c'est ouvert aux questions. Les organisations non gouvernementales sont parfaitement des entreprises comme les autres, au même titre que les associations.
Non, alors c'est ce que j'ai dit en introduction, c'est que souvent, on n'a pas de normes pour votre secteur des ONG parce qu'ils ne sont pas sous des CCT. Donc ça, on va y revenir, mais on verra comment justement interviennent les salaires. Là, je donne pour les stagiaires, enfin pour les premiers emplois, donc justement ceux qui ne sont pas stagiaires, les salaires de référence. On va arriver au salaire minimum, puisque comme ça, c'est celui qui vous intéresse. Donc, peut-être passons sur les jobs d'été, les CCT, les contrats types, on va passer aussi du coup, les usages aussi. Voilà, secteur sans normes impératives. Donc, jusqu'à présent, on utilisait le calculateur des salaires pour trouver un référentiel salarial. Comme je le disais, dans des secteurs qui n'étaient pas soumis à des normes, on ne pouvait que inviter les entreprises en question. Et donc, je répète, pour entreprises, au sens de ce genre de disposition, ni le fait d'être non gouvernemental, ni le fait d'être sans but lucratif ne change le statut d'employeur. Donc les règles s'appliquent à tous de la même façon. On verra la question par contre des organisations internationales, c'est autre chose. Donc on utilisait ce moyen-là pour estimer les salaires et faire une demande de mise en conformité, ce qu'on appelait une conciliation finalement, puisque justement on était sur un socle normatif non impératif. Alors ça, peut-être qu'on passe aussi la définition du calculateur de salaire. Voilà, on arrive à l'essentiel par rapport de ce qui change aujourd'hui, c'est évidemment l'introduction d'un salaire minimum horaire, donc qui va s'appliquer à tous les travailleurs occupés habituellement à Genève. Donc de nouveau, on met à côté les stagiaires non problématiques, puisque ceux-là sont susceptibles d'être rémunérés d'une manière différente et font partie des exemptions à l'application du salaire minimum. Et puis maintenant, pour ceux qui ne rentrent pas dans cette catégorie, effectivement, les 23 francs de l'heure s'appliquent. Donc là, on voit une définition du salaire. Le salaire renvoie aux éléments salariaux qui sont reconnus par l'AVS. Donc l'assurance vieillesse et survivant prévoit, c'est un peu le certificat que vous donnez en fin d'année en tant qu'employeur ou que vous recevez en début d'année en tant que salarié, qui liste vos revenus et les cotisations que vous avez versées. Donc à peu près tout aujourd'hui est soumis à AVS. Dans les revenus, avant vous pouviez recevoir les costards ou l'abonnement au Grand Théâtre ou toute une série d'avantages qui paraissaient non salariaux. Aujourd'hui, l'AVS a une vision beaucoup plus restrictive, donc à peu près tout en fait partie. Ce qui veut dire par ailleurs que si le logement est fourni, si le bénéfice d'une voiture, bénéfice privé, à titre privé d'une voiture d'entreprise, ces éléments peuvent rentrer dans la définition du salaire minimum. Donc si je dis je dois payer 23 francs, mais qu'il y a 1000 francs pour un loyer qui est mis à disposition, effectivement, on calculera au lieu de 4 000 francs, je fais vite, en termes de salaire mensuel, on pourra payer 3 000 francs de salaire mensuel, puisque cela s'ajouteront. Il y a une seule exception qu'on vient de communiquer pas plus tard que vendredi et qui a fait l'objet d'un arbitrage du Conseil d'État. C'est la question des indemnités dues à raison de la loi sur le travail, qui font évidemment partie des éléments salariaux, donc qui sont soumis à l'AVS, mais dont on a considéré qu'étant prévus par une législation déjà fédérale et visant un autre but que celui de protection sociale qui est inclus dans le salaire minimum, ne pouvait pas être intégrés puisqu'il n'y avait pas de concurrence entre les deux normes et on ne pouvait pas vider le sens d'une norme par une législation cantonale. Peu de doute que cet objet fera sûrement l'objet un jour d'un recours. Donc voilà, ça c'est une interprétation, mais aujourd'hui dans la pratique de contrôle de l'inspection du travail, on n'acceptera pas un salaire où on dit annuellement il y avait 600 francs d'indemnité pour travail de nuit, il y avait 200 francs pour le travail du dimanche, et puis pour les heures, pour le travail supplémentaire, c'est les trois causes d'indemnité prévues par la LTR, puisque, comme dit, la loi sur le travail vise un autre but, qui est celui de la protection de la santé, et le fait d'exiger des suppléments de l'employeur, c'est une manière de rendre plus cher un travail qui n'est pas souhaité du point de vue sanitaire.
Donc l'entrée en vigueur, je l'ai dit, c'était en novembre 2020. Aujourd'hui, le salaire minimum a été indexé en janvier à 23,14. Cela fait également l'objet d'un recours. Donc on attend la confirmation de la Cour de justice qui devrait arriver relativement prochainement. On estime néanmoins que probablement le salaire actuel devrait être validé avec potentiellement une rectification pour novembre-décembre. Voilà. On va pas, d'un point de vue de l'administration, on ne va pas courir après les 14 centimes éventuels pour novembre et décembre, on est bien d'accord. Je l'ai dit également, donc les salaires minimums prévus par d'autres textes, comme le prévoit le Code des obligations, des législations cantonales peuvent s'imposer à des cadres conventionnels. Donc, ils priment. Et donc, effectivement, on a la situation aujourd'hui de conventions collectives qui prévoient encore des minimaux qui sont inférieurs, puisqu'on ne peut pas. Le dispositif cantonal peut primer les conventions collectives de travail, mais les conventions collectives étant des contrats privés entre partenaires sociaux, on ne peut pas conclure des conventions collectives à la place de partenaires. Donc voilà, les deux normes coexistent. On encourage et on accompagne les partenaires sociaux pour faire l'adaptation, notamment en raison du fait que dans le cadre de la loi sur le détachement, les travailleurs détachés doivent respecter les conventions collectives étendues, mais pas les salaires minimums à ce jour. C'est en prévision et en préparation. Mais du coup, on a là une source de sous-enchère, puisqu'effectivement, les entreprises genevoises devront respecter le salaire minimum, mais les travailleurs détachés, pour l'instant, ne respecteront que les salaires conventionnels. Donc voilà, c'est quelque chose dont on espère que ce sera réglé. Le contrôle, il est réalisé par le CIRD, donc l'inspection du travail pour lui, et l'inspection paritaire des entreprises, dont je ne vous en dirai pas beaucoup plus ici, mais qui est un organe de contrôle administratif qui est parallèle, je dirais, à l'inspection du travail et qui peut réaliser les contrôles, mais qui ne peut pas donner les sanctions qui sont indiquées en dessous, à savoir une sanction sui generis pour les violations du salaire minimum de 30 000 francs, avec le doublement en cas de récidive. Et dans un autre cadre, cette violation pour les entreprises qui ont des marchés publics et qui donc à ce titre-là doivent être signataires chez nous d'un engagement à signer les usages. De nouveau, il y a relativement peu d'ONG à ma connaissance, mais ce n'est pas exclu. À ce moment-là, pour être exclu des marchés publics, également comme sanction. Alors les exceptions, on l'a dit, on vient de les voir, en tout cas pour ce qui est des stages. À l'époque de la LIRT, donc de modification de la loi introduction du salaire minimum, n'étaient pas prévus en termes d'exemption ni les jobs d'été, ni les stages d'insertion professionnelle. Alors évidemment, ça pose un petit problème. Donc là, il s'est agi quand même plutôt d'une coquille ou d'un oubli de la part des initiants. Donc on a pu, je dirais, rattraper le coup dans le cadre de la modification du règlement. Voilà, il est tout neuf. Donc il est arrivé et entré en vigueur le 23 avril. Ça reste un règlement, donc ça ne veut pas dire que ce qui est dedans n'était pas valable avant. Les règlements ayant pour but de préciser les éléments. Et s'il n'y a pas de délégation, ne peut contenir des normes que dans le cadre où il y a un silence qualifié, non, pas un silence qualifié justement, un silence de la loi, une lacune, voilà, je cherchais le terme, une lacune, et à ce moment-là, on peut faire œuvre de législateur, ce qu'on a fait, et on le verra comment. Alors, les stagiaires, en fait, on a aussi profité, dans ce cadre-là, de reprendre au sein du règlement les critères qui se trouvaient jusqu'à présent que dans un communiqué de presse du Conseil de surveillance du marché de l'emploi dont j'ai parlé tout à l'heure. Le but étant d'être le plus clair possible et d'avoir une base un peu plus visible que finalement un communiqué de presse que plus personne n'a probablement dans ces affaires. Donc, comme c'est dit, le salaire minimum ne change rien pour la définition des stages. Par contre, change par le fait que quand ce n'est pas un stage, il y a un salaire minimum qui peut être exigé aujourd'hui.
Ah voilà, oui, règlement réintroduit des jobs d'été, alors de manière très restrictive, puisque c'est des jobs d'été qui doivent se trouver dans des secteurs conventionnés, donc avec une convention collective, l'idée étant qu'il y ait un contrôle des salaires des jobbers, si j'ose l'expression, via les partenaires sociaux. Et donc voilà, c'est une autre forme de contrôle que celui du Conseil de surveillance du marché de l'emploi. Ça a fait l'objet de grands débats, ça fait l'objet de beaucoup de questions dans notre service. Mais voilà, c'est ainsi. Et donc, ils sont aussi limités dans le temps. Enfin, on trouve les conditions dans le règlement listées de manière assez claire, à défaut d'être forcément satisfaisante pour tous. Alors peut-être que ça, on va passer sur ces questions-là. Là, c'est plutôt le mode de fonctionnement de l'inspection du travail en termes de contrôle. Aujourd'hui, comme je l'ai dit, le fait d'avoir une référence fixe, on aura de toute façon l'observation qui continuera de la même façon pour la définition d'un stage problématique, non problématique. Par contre, dans le cas d'un stage problématique, évidemment, on a une procédure aujourd'hui qui fait que si disons que la mise en conformité n'est pas optionnelle et l'entreprise en infraction ne se fera pas seulement tirer les oreilles par le Conseil des mesures d'accompagnement, la commission des mesures d'accompagnement, mais pourra faire l'objet d'une sanction. Et c'est ça finalement qui est le changement le plus important. Madame avait une question. On n'est pas sûr des critères. Alors c'est un peu pour ça que j'ai dit que certains se sont jetés un peu dans la gueule du loup, c'est-à-dire que du point de vue du contrôle, on a évidemment en tant qu'autorité l'impossibilité d'être exhaustif, donc on ne vérifie pas tout et on a des priorités. Donc quelque part, le contrôle se fait selon généralement des dénonciations. Évidemment, les entreprises sont libres de nous poser la question. C'est vraiment au cas par cas. Il faut vraiment l'évaluer, je vais dire, un peu soi-même par rapport aux critères qui ont été dits. Alors évidemment, dès que vous avez des conventions tripartites avec une université, avec un institut de formation, c'est relativement facile. Après, il y en a d'autres qui sont plus difficiles à évaluer. À un moment, on aura les mêmes problématiques que l'employeur. Ça, c'est le cas. Puis je viendrai sur la question des bénévoles, puisque j'ai reçu via M. Beauvalet une série de questions de personnes qui sont en ligne normalement. Donc je vais les traiter en même temps que je traiterai les questions de la salle. Sur le site de l'OCIRT, vous trouvez des pages qui sont dédiées aux stagiaires et aux critères à respecter pour pouvoir octroyer des stages. Voilà. Et puis peut-être juste un point sur un des ajouts également sur la question des stages. Alors là, d'insertion professionnelle a été rajouté la possibilité, alors évidemment d'avoir des stages de réinsertion professionnelle dans les dispositifs cantonaux et fédéraux, comme c'était le cas dans les critères du Conseil du CSME, mais également des stages dits communaux. Et puis aujourd'hui, il y a des réflexions sur le plan du département, enfin au sein du département de la cohésion sociale, pour essayer de traiter aussi d'autres types de stages. Je vous donne un exemple assez compliqué qu'on a eu avec une personne lourdement handicapée qui n'était pas rémunérée au salaire minimum et puis qui travaillait dans une entreprise, mais évidemment avec le rendement qu'elle avait. Puis on avait clairement une mesure, je dirais, d'insertion sociale, professionnelle. Voilà, ce genre de situation. On en a toute une série aussi dans le cadre d'insertion professionnelle de personnes, par exemple, qui ne peuvent pas être prises en charge par d'autres dispositifs, notamment l'aide sociale, parce que simplement, ils ont un conjoint qui travaille, donc les revenus du couple, par exemple, ne permettent pas d'être pris en charge par
par l'aide sociale. Donc ça, c'est des choses qui restent. Nous, c'est pas nous qui avons la main là-dessus. On a soulevé les problématiques parce que effectivement, il apparaissait que certaines formes de stage pouvaient paraître légitimes, mais qu'elles n'étaient pas à ce stade consacrées. Maintenant, je l'ai dit aussi, hein, on a des indications qui sont données par le CSME. Elles n'ont jamais été tranchées par la justice. Peut-être qu'à terme, avec un ou deux exemples, sont bienvenus les entreprises qui veulent qui sont prêtes justement à se prêter au jeu d'une sanction de l'inspection du travail et de faire recours derrière. Peut-être que ça nous simplifiera aussi le travail. Je l'ai dit, il y a vraiment des choses assez difficiles à évaluer. Donc c'est vrai que la checklist, elle est un peu hors de portée, quoi. Oui, parce que ça, c'était le mode ancien. Ça, on va passer aussi. Là, c'était les cas de stage. Oui, on va passer. Je pense qu'on va plutôt maintenant prendre les questions, le temps devant passer. Je ne sais pas combien. Oui, absolument. Alors, si jamais j'ai une série de questions qui m'a été remise par nos intervenants en ligne, puis après, je reprendrai. Je vais commencer par celle-là, mais je les ai déjà, et puis du coup, ça permettra peut-être de répondre à certaines que vous auriez aussi. Donc, beaucoup de questions reliées aux conventions tripartites. Donc, je l'ai dit, hein, j'ai répondu en ce sens. On est vraiment dans cette question de définir la valeur formative de formation professionnelle. Donc, quand on est en formation, on ne produit pas, disons. Puis évidemment, après, ça s'hybride, c'est pas toujours aussi simple, mais l'idée, c'est que la formation, c'est pas juste travailler, même si, effectivement, en général, quand on commence dans une activité professionnelle, bah, évidemment qu'on a à apprendre un certain nombre de choses avant de donner le maximum, finalement, en termes de productivité. On m'a posé la question des stages d'observation. Cela reste non problématique. Alors évidemment, l'observation exige que la personne, en gros, alors là vraiment ne travaille pas, et puis est forcément de durée très limitée. Donc on avait la mention de 1 à 5 jours, mais on peut considérer que quelques semaines maximum de présence dans une entreprise, en sachant que la personne ne va vraiment pas travailler, pose pas de problème du point de vue de ce type de stage d'observation. En étant précisé, j'ai oublié de le dire, dans les exemptions au salaire minimum, c'est les travailleurs de moins de 18 ans. Donc souvent, on a ces programmes d'observation qui se font au niveau du cycle d'orientation, donc avec des jeunes qui n'ont de toute façon pas 18 ans. Donc la question, quelque part, peut même rester ouverte pour eux. Oui, un peu dans la logique de la checklist de madame, on m'a posé la question si on pouvait faire un modèle de convention tripartite, puisque certaines institutions ne le sont pas. C'est une très bonne idée. On n'a pas encore fait ce service-là. À ce stade, il faut vraiment s'en référer. Et je l'ai dit, il n'y a pas un besoin d'avoir un document avec un degré de formalisation particulier. Il suffit que les quelques indications qui ont été mentionnées, à savoir les parties à la convention, une personne de référence et des objectifs de formation soient indiqués et pour que la convention tripartite y ait. Donc, pourquoi pas, ce serait une bonne idée, mais voilà, on n'est pas dans on n'a pas cette problématique d'être dans des points de détail ou sur la validité des contrats. On doit avoir 12 précisions de conditions générales ou autres. Alors, on m'a posé la question d'engager un stagiaire pour 2500 francs par mois sans convention avec une école. La réponse est dans la question non, puisque c'est bien la problématique d'avoir des stages qui doivent être conventionnés pour être considérés comme des stages de formation. Et dès lors qu'ils ne le sont pas, évidemment, s'applique du coup le salaire minimum et 2500 francs. Alors bon, on ne m'a pas précisé. Hein. S'il est à mi-temps, c'est bon. Hein. mais j'imagine que ce n'était pas le sens de la question. Alors, la bonne question, voilà, ça c'était sur les volontaires, le bénévolat. Alors, le bénévolat, ça c'est là, on en a de nouveau pour 1 heure en termes de définition.
C'est extrêmement difficile et on a eu beaucoup de questions là-dessus. Donc on est en train de préparer une casuistique. Par exemple, les sapeurs-pompiers. Combien d'heures les sapeurs-pompiers volontaires, hein, donc ça c'est dans le titre. Donc bon, de nouveau, ici on n'a que des indices pour déterminer si on a affaire à du bénévolat ou pas, sachant que le bénévolat évidemment échappe lui-même au contrat de travail. Évidemment, le plus simple c'est que on en revienne au sens du travail, c'est la bénévolence, hein, bonne volonté, donc c'est à la bonne volonté du travailleur de faire le travail ou pas. Donc, quelque part, celui qui peut venir librement ou pas venir au dernier moment, on a déjà l'indice qu'on n'a pas de critères de subordination, d'organisation du travail, de temps de travail. Si en plus, il a le bonheur d'être retraité, ça simplifie encore la donne, puisque évidemment qu'on a l'autre critère, c'est que l'occupation bénévole ne peut pas être l'occupation principale pour quelqu'un qui devrait gagner sa vie. Hein. S'il est rentier avec des mines de pétrole ou que sais-je, ça posera peut-être pas de problème non plus. Si Bill Gates travaille gratuitement, on ne va pas l'embêter, disons, on peut considérer que c'est bénévole. Il y a la nature de l'activité. Hein. Il y a des natures en soi, c'est-à-dire intrinsèques aux tâches, je dirais, comme de ramasser les poubelles. Or, par exemple, les volontaires de la fête de la musique, parce que là, on a un critère où c'est très limité dans le temps et c'est très épisodique, et on est dans un cas de manifestation culturelle. Et ça, c'est un peu l'autre critère, c'est, je dirais, un peu historico-culturel. Il y a des domaines qui se prêtent au bénévolat. Là, je reviens aux pompiers volontaires. Ben voilà, on a une dimension d'engagement civique, avec des fois... justement des indices de bénévolat qui ne sont pas présents. Si vous êtes pompier volontaire, vous avez les instructions qui sont assez claires, vous avez généralement des horaires qui sont imposés. Enfin, vous êtes dans un vrai... Il y a toutes les apparences du contrat de travail, mais traditionnellement, on autorise cette activité de se faire de manière bénévole. La grande difficulté, c'est qu'aujourd'hui, les bénévoles, on les paye souvent. Il y a souvent des montants en face de l'activité. Et évidemment, la problématique, c'est que si on était strict dans la définition du bénévolat, on devrait penser qu'il n'y a pas d'incitation liée au revenu. C'est-à-dire qu'en gros, si on ne payait pas, la personne ne le ferait pas. Évidemment, on les paye quand même parce que ça aide à les trouver. Donc voilà, là, on est dans des équilibres aussi qui sont assez subtils, et puis il faut... là aussi, on n'a pas de casuistique, je ne connais pas de jugement du tribunal fédéral sur cette question, donc peut-être qu'on en générera à la faveur de nos contrôles. Ça, c'était pour les bénévoles. Hop. Évidemment, la question des organisations internationales. Les organisations internationales qui ont leur propre règlement en termes de droit du travail ne sont pas soumises au droit du travail suisse et a fortiori pas au salaire minimum. Donc elles restent exemptées, même si le champ d'application de la loi prévoit les travailleurs habituellement engagés à Genève. Il y a cette clause, j'allais dire, d'extraterritorialité, même pour les employés des organisations. C'est évident pour le personnel diplomatique qui travaille même pas à Genève, d'une certaine façon, le lieu de travail n'est pas à Genève, mais même pour les employés des organisations internationales avec élection de siège, elles échappent au salaire minimum. J'espère d'ailleurs qu'il y a peu d'employés qui seraient concernés dans ces organisations. J'avais encore, je crois, parce que je parle sous la convention tripartite, je l'ai dit, les étrangers. Alors, on a... Oui, monsieur, peut-être avant, sur le même thème. Quid de l'aspect travail habituel, oui. Mais disons, le télétravail, même si il a reçu un éclairage nouveau et qu'il a une nouvelle actualité, existait déjà. Et une entreprise suisse peut engager des travailleurs à l'étranger.
et qui ne sont pas forcément télétravailleurs, hein, mais qui sont les employés de production dans des ateliers, et ceux-là n'ont pas leur lieu de travail à Genève. Il y a un cas un petit peu particulier, c'est quand le travail est clairement organisé depuis Genève. Là, je parle pour le salaire minimum, puisque si, par exemple, vous êtes voyageur de commerce, mais que vraiment le centre de l'activité se fait à Genève, que la détermination des missions, des objectifs, vous avez vos réunions de travail, et que c'est clairement le centre névralgique de l'activité, même si habituellement vous travaillez en dehors de Genève, là, il peut y avoir. C'est une question qui s'applique, alors c'était anciennement la loi sur les forts, qui est maintenant dans le droit international public, ou privé, non privé, je vais y arriver, qui prévoit les forts alternatifs en matière de droit du travail. Donc en droit du travail, évidemment, il y a toujours le fort, donc le fort là où on peut intenter une action pour faire valoir ses droits en matière de droit du travail, auprès du siège, enfin du lieu du siège de l'entreprise. Hein, ça, c'est la règle normalement générale. Hein, c'est bien pour ça qu'en droit contractuel, on a tous ces problèmes quand vous achetez des choses à une entreprise dont le siège est en Chine. Si vous n'êtes pas satisfait, en général, vous arrêtez là, l'insatisfaction. Et puis en droit du travail, vous avez un fort alternatif qui est donné par le lieu d'exécution du travail. Donc quelque part, habituellement, on n'a pas de raison de lui donner une notion autonome aujourd'hui en droit suisse. C'est vrai que sur du travailleur plutôt frontalier, la question va se poser. Hein. C'est-à-dire, est-ce que si vous travaillez 4 jours à la maison à Annecy et puis que vous venez à Genève pour les séances, pas évident. Mais ça, j'ai pas de réponse à ce stade. Oui. Ah oui, j'ai eu la question, c'est juste. D'abord, s'il est stagiaire, la question ne se pose même pas. Et puis s'il est, entre guillemets, faux stagiaire, la question ne se pose pas non plus parce que... Ouais. Oui. Mais non. Oui, ben non, parce que c'est la même chose qu'un travailleur. À ce titre-là, il est un travailleur. Après, dans le cas de travail, s'il est ici, on va se poser la question de la nature de son travail, à savoir est-ce qu'il est un stagiaire, un vrai stagiaire, et à ce moment, un autre salaire que le salaire. Enfin, il rentre dans les exemptions au salaire minimum. Si à l'étranger, de toute façon, il ne rentre pas dans la question nous n'avons rien à dire sur son salaire. Donc, qu'il soit stagiaire ou pas stagiaire, selon nos critères, est indifférent puisque ça n'aura pas d'impact. Et on n'est pas, oui, j'ai vu, on n'est pas les États-Unis, donc on ne peut pas se permettre d'aller faire la justice partout dans le monde. Oui, absolument. Et aujourd'hui, évidemment, ces questions-là sont facilitées. J'ai vu monsieur qui était derrière, mais madame n'a pas vu que vous avez levé la main. Oui, c'est évident que ça facilite nettement les choses, parce qu'aujourd'hui, évidemment, tout l'aspect réunion, vous pouvez le faire à distance. Donc, voilà. Mais ça, on a aussi beaucoup d'éléments, et notamment qui vont se poser plutôt là sous l'angle de la loi sur le travail et de la santé-sécurité au travail. Je ne parle pas des assurances accidents non professionnels. Enfin, ça, jusque-là, on était passé un petit peu... parce que le phénomène n'était pas trop répandu. Le jour où il devient massif, et puis il y aura beaucoup de questions à traiter là. Mais monsieur... Bonjour, merci beaucoup pour cet exposé et merci aussi à ceux qui nous ont accueillis aujourd'hui ici. La question, il y a un taux de change préférentiel qui est appliqué pour le salaire de certaines organisations, notamment diplomates. Il y a actuellement une structure dont je tairai le nom, dont aujourd'hui les salariés se retrouvent avec moins de leur salaire, en fait 55 à 60% de perte de salaire. Qui est compétent aujourd'hui en Suisse pour entrer en matière dans ce cas-là? Parce qu'on nous dit même qu'il y a un chauffeur aujourd'hui qui gagne moins que son logement. Dans ce cas-là, vous, en Suisse, qu'est-ce que vous faites? Je vous remercie. Avec quel type d'employeur?
Eh oui. Là, il y a à ma connaissance une structure qui s'appelle l'amiable compositeur, puisqu'on n'a pas la possibilité d'intervenir dans ces situations-là. Et donc, en général, elles sont signalées et il y a une tentative de conciliation qui va pouvoir se faire. Alors, sauf erreur, ça s'applique. Je ne suis pas un spécialiste de ça. Je ne voudrais pas vous dire une bêtise. Parce qu'il y a plusieurs catégories. Mais effectivement, si c'est du personnel de maison, après, ça dépend. Parce que si c'est des employés d'organisations internationales, évidemment, là, c'est les employés de droit suisse c'est une relation contractuelle tout à fait ordinaire. Par contre, quand c'est du personnel de diplomates, après, il y a la question de savoir s'ils sont engagés directement par la mission ou par la personne. Ce n'est pas un secteur où vous pouvez nous adresser la question et on tâchera d'y répondre dans les meilleurs. Alors, sur ce thème, d'ailleurs, une adresse. Maintenant, on a un livret sur le site de l'État. Puis, on a une adresse salaire-minimum @eta.ge.ch pour répondre à toutes les questions, puisque on en découvre. Hein. Je ne vous cache pas que ce qui paraissait simple de prime abord ne l'est pas du tout. Il y avait madame et madame. Beaucoup. Donc ma question, elle est sur les stages reconnus, donc les 3 critères que vous avez dit. Est-ce qu'il y a un barème, un usage, un référent de qu'est-ce qu'on peut rémunérer les stages conventionnés dans le secteur qui nous concerne, qui n'est pas donné par des instituts universitaires qui parlent d'entreprise, mais d'associations, en minima, un maxima, une échelle, quelque chose qui est recommandé, quelque chose qui est comparable, quelque chose qui est affiché, qui permet de savoir pour des stages reconnus qu'est-ce qui est l'usage que vous avez dit. On l'a mentionné avec les stages de l'université, par exemple, où ils exigent qu'il n'y ait pas de rémunération. C'est pour ça que la question du stage est sensible, c'est que si on rentre strictement dans la définition du stage, il n'y a pas de rémunération exigible. Alors, on a marqué qu'il y avait le salaire qui devait figurer, s'il y a salaire d'une certaine façon. Maintenant, si on voulait être, non pas plus royaliste que le roi, mais vraiment essayer de garder l'esprit de cela, on peut chercher des salaires de référence, comme je l'ai dit, dans le calculateur suisse des salaires, qui fournit selon les caractéristiques des personnes, et puis on pourrait le proratiser, je dirais, selon l'évaluation de quelle est la part formative, et si on vous dit, finalement, quand même, il travaille dans le cadre de son stage et puis il fournit une prestation de travail utile à l'entreprise, il y a 30%, ça nous rend service, et puis on ferait 30% de salaire de référence. Mais il n'y a pas de norme. C'est au bien plaire, et puis après, des fois, c'est à la concurrence. Il peut y avoir toutes sortes de motifs d'évaluation des salaires. Madame. Bonjour, monsieur. Bonjour. J'ai plusieurs questions au sujet des stages. Pourriez-vous nous donner la différence d'un stage obligatoire et d'un stage optionnel ? Oui, alors, c'est-à-dire que si vous voulez, on peut reprendre le stage universitaire, vous pouvez des fois avoir des stages qui sont, c'est une option, hein, vous pouvez soit faire rédiger un mémoire, soit faire un rapport de stage. Évidemment, vous avez un stage, et puis après, il y a toute une série de formations, les stages sont obligatoires. Donc, et puis des fois, ce sont des prérequis. Alors ça, c'est des fois des questions plus complexes de savoir, parce que vous avez des fois des prérequis à la formation. Hein. Il y a quelques exemples qui sont donnés dans le PowerPoint, où là, finalement, l'expérience peut se réaliser ou sous la forme d'un stage, c'est accepté, mais pourrait très bien se faire sous la forme d'une expérience professionnelle. C'est des domaines un peu plus délicats. Mais obligatoire, c'est clairement dans les formations. C'est plutôt la notion de optionnel. Parce que moi, je travaille pour une université, justement, donc j'ai besoin d'être sûr sur la définition d'optionnel. Pour moi, c'est quand c'est une option dans le cursus. Donc, ça veut dire que c'est pas... Est-ce que
ça veut dire que ça fait partie intégrante des études quand même, quand c'est cette notion de optionnel? Alors moi, j'ose dire, je le comprends comme ça. D'accord. Mais après, de nouveau, c'est des domaines où on découvre des cas de figure, et c'est la raison aussi pour laquelle il y a une option de soumettre des dispositifs qu'on n'aurait pas imaginés, hein. C'est toujours le même problème avec la législation, c'est que on a toujours l'impression de saisir l'ensemble des situations, puis en fait, il en existe beaucoup d'autres. On a découvert à la faveur d'ailleurs du Covid et des contrôles qu'on a fait une série d'activités dont on ignorait jusqu'à la possibilité de l'existence. Je vous parlez des bars à bisous, mais je le ferai en dehors de là, en aparté de la séance. Aussi, est-ce que ces stages, grâce à ces stages, est-ce que l'étudiant doit obtenir des crédits pour être considéré optionnel ou obligatoire? Ah ben, me semble-t-il, parce que justement, l'idée qu'il soit dans le cursus, c'est qu'il y ait une valorisation. Aujourd'hui, il ne me semble pas qu'il y ait d'activité au sein d'un bachelor ou d'un master qui soit pas... c'est comme... il n'y a pas de comment dire, de séminaire optionnel. Enfin, vous avez peut-être des options entre les séminaires, mais tous vont être valorisés en crédit, en ECTS, me semble-t-il. Tout à fait. Et dernière question. J'ai vu monsieur... Pardon. Oui, non, allez-y. Du coup, oui, donc quand les étudiants sont extra-européens, oui. Ou européens d'ailleurs, la loi dit qu'ils peuvent travailler que 15 heures par semaine pendant l'année académique et à plein temps pendant les vacances. Quand c'est un stage accrédité, ils ont le droit de travailler à plein temps? Ben, j'allais dire quasiment par définition, parce qu'ils sont étudiants quand ils sont stagiaires. Et ils sont stagiaires parce que étudiants. Donc, évidemment, les normes, de nouveau, s'appliquent au travail. Très bien, merci beaucoup. Monsieur, tout au fond. Et puis... Oui, bonjour, merci. Je vais peut-être apporter un ou deux éléments de réponse sur les questions qui touchent à l'université, parce que je suis universitaire moi-même. Généralement, le stage peut valoir des crédits dans le cas où il est, disons, il s'inscrit dans un cursus, donc il y a une convention avec l'institut ou bien la faculté qui, d'ailleurs, ont leur propre règle. Donc, effectivement, comme vous le dites, des facultés qui exigent que des stages ne soient pas rémunérés, mais des facultés au sein de l'Université de Genève, par ailleurs, qui encouragent les stages avec rémunération. Et donc, il n'est pas impossible de faire valoir des crédits puisqu'on rédige un rapport de stage, mais gagner en parallèle aussi un certain nombre de francs qui ne sont généralement pas, qui ne visent pas le salaire minimum, mais quand même, on peut être rémunéré pour les stages. Donc, soit vous faites, j'ai l'impression, un stage hors cursus pendant votre temps à l'université, où là, vous n'avez pas forcément de convention de stage, ce qui peut être problématique, et vous ne pouvez pas valoir de crédit, soit le stage s'inscrit dans un cursus, il y a une conversion tripartite, et donc là, il équivaut, entre guillemets, à des crédits qui sont définis dans le cadre du programme que vous suivez, en bachelor, mais plus souvent en master, notamment des masters sur dossier qui ne sont pas consécutifs en bachelor. Voilà. Merci. C'est bien quand les réponses viennent de la salle, c'est ça. Peut-être je pose une question qui a été, me semble-t-il, posée en ligne, qui est de savoir effectivement sur ces conventions et la surveillance, entre guillemets, que le CIRT peut exercer sur les conventions établies par les structures de formation. Là aussi, c'est jamais un contrôle a priori. C'est effectivement si les personnes ont des doutes quant à la validité de telle ou telle disposition, qu'elles peuvent demander un contrôle a posteriori par par le CIRT, mais vous n'exercez pas de contrôle systématique a priori sur les conventions de stage. Non, d'une manière générale, on ne fait jamais de contrôle a priori. On essaye évidemment, quand on nous pose la question, d'orienter, de répondre au mieux aux questions. Mais parce qu'en fait, c'est le système légal. L'administration fait son travail et le contrôle final, il est a posteriori quand il y a une validation judiciaire ou une invalidation judiciaire. Donc, quelque part, on ne dit pas la loi, donc à un moment, on l'interprète. Donc, ça reste... Et on n'a jamais la possibilité, disons,
une entreprise pourrait évidemment éventuellement se retourner contre l'État, mais ne peut pas se prévaloir par rapport à un stagiaire qui ferait valoir sa condition de travailleur et donc son droit à un salaire auprès d'un tribunal des prud'hommes. Le fait que l'administration n'ait rien trouvé à redire auprès de l'institution concernée n'est pas un élément déterminant. Évidemment, ce sera une atténuante sur le shaming de l'institution, puisqu'on pourra quand même lui dire qu'il avait été manifestement de bonne foi, mais hors ça, il n'y a pas de restriction des droits des travailleurs. Donc c'est pour ça que, et là, je reviens peut-être à la politique de contrôle. Je l'ai dit, l'idée des stages et d'en limiter l'usage, il vise notamment la sous-enchère, la lutte contre la sous-enchère. Maintenant, il y a des secteurs, et là d'autant plus avec les 23 francs, qui sont concernés, qui emploient énormément de gens, dont les revenus seront durablement faibles s'ils demeurent dans ces secteurs, puisqu'il n'y a pas beaucoup d'augmentation. Je veux dire, l'hôtellerie-restauration, par exemple, qui est très concernée par la question des 23 francs, il y a un enjeu plus important d'aller dans ces secteurs. Il y a des situations très problématiques dans les stagiaires des ONG, c'est clair, mais voilà, on sait aussi qu'on a très peu de plaintes liées à ça parce qu'on a des victimes, j'allais dire, en partie consentantes pour certaines, puisque c'est aussi un système qu'on n'ignore pas, mais où les gens se battent pour avoir des stages pas payés. Donc, à un moment, c'est aussi compliqué pour nous d'en faire une priorité avec des gens qui, finalement, si ça se trouve, seront après bien payés et reprendront des stagiaires pas payés. Donc voilà, c'est pour dire aussi que c'est pas... Et dans l'associatif, on a un peu ces mêmes problématiques. Et donc, on va plus viser l'usage pour des personnels non qualifiés, où on invente des stages de cuisiniers, justement, on l'a mentionné avec des questions de dire ça lui permet d'apprendre la langue, et ce genre de choses où on a vraiment des risques de dumping sur des secteurs déjà assez sensibles du point de vue de la sous-enchère. Je remercie infiniment Julien Dubouchet. Je remercie également le Centre d'accueil de la Genève internationale qui a accepté d'être notre partenaire. Il y a encore une dernière question. Ah là, attendez, je vous donne le micro. Moi, c'est une question par rapport au travail à distance maintenant. Par exemple, un stagiaire qui habiterait dans les pays voisins, maintenant, c'est toléré, on va dire, jusqu'à fin septembre. C'est par rapport au monsieur qui m'a parlé de stagiaire en Hollande qui m'a donné l'idée. Donc, si, par exemple, on devait avoir un stagiaire avec une convention tripartite avec une université, mais qu'on souhaiterait payer, qui serait avec un salaire stagiaire, est-ce qu'il pourrait... il devrait quand même avoir une adresse à Genève ou alors dans les pays voisins pour pouvoir venir, on est d'accord? Il serait affilié aux cotisations suisses, donc il ne pourrait pas faire un travail à distance complètement, on est d'accord? Je ne sais pas si je suis claire, c'est un peu embrouillé ma question. Mais... Je n'ai pas comprendre. Alors, peut-être juste, si dans le cas où effectivement le contrat de travail ou la convention ne soit pas signée au régime suisse, et que le stagiaire ou la stagiaire reste à l'étranger, et puis il y a une espèce de convention, ce qui paraît bizarre comme cas, mais peut-être possible, dans lequel en fait rien ne le lie à une structure de formation suisse, mais qui serait quand même en contact, je ne sais pas, dans un cadre d'un truc de mobilité. À partir de quand, entre guillemets, le lien, le fort s'impose en Suisse ou... Ouais, c'est ça. C'est le travail habituel, mais c'est vraiment le lieu de travail. Donc, il faut travailler habituellement. D'accord. Donc, à l'étranger, ce sera difficile. On n'a pas un cas comme ça, mais c'est le cas de monsieur qui m'a interpellé. C'est d'ailleurs c'est d'ailleurs la nature. Alors là, je parle pour le salaire minimum qui s'applique aux travailleurs travaillant habituellement à Genève, c'est que c'est une mesure de protection sociale. Donc évidemment, on protège normalement les conditions de vie et les besoins financiers des personnes selon le cadre où ils sont. Donc on n'a pas vocation. Alors la question pourrait déjà se poser pour les travailleurs frontaliers. Alors évidemment,
la lecture qui se fait, c'est de dire, comme ils sont, d'abord, ils sont dans un bassin où, je dirais, les conditions de vie ont eu tendance quand même à s'égaliser sensiblement. Et puis, alors, on a des frontaliers qui viennent de Catalogne, de Bretagne, ça arrive, mais disons que la grande majorité, évidemment, sont en France. Et puis, évidemment, que ça créerait aussi des possibilités de sous-enchères salariales. Mais ce n'est pas ce qui est visé directement. Donc, évidemment, quelqu'un qui travaille en Pologne comme travailleur employé en Suisse, on ne va pas le rattacher à la Suisse parce que, en tout cas, au titre du salaire minimum, mais même du point de vue, à mon avis, du droit international privé. Oui, en fait, bonjour tout le monde. Bonjour. En fait, je voulais comme dire quelque chose à Dan qui... J'ai le même problème aussi avec l'ONG avec qui je travaille. En fait, actuellement, nous avons des stagiaires qui n'ont pas pu venir en Suisse à cause du Covid. Alors, ma question a été à l'AVS, c'est de savoir comment faire, à quel moment ils entraient dans le cadre suisse. Et ils m'ont bien dit, c'est le jour où ils arrivent à Genève. Donc, à partir du moment du permis, on doit cotiser l'AVS. Mais tant qu'ils sont dans leur pays, on ne doit pas cotiser. Donc, ils sont censés déclarer leurs revenus dans le pays. Voilà. Et se soumettre au... Voilà, exactement. Par contre, il y a une autre chose dans le cadre du permis, de la demande du permis. J'ai vu, c'était mentionné ici que c'était 2600 francs par mois pour les stagiaires. Bon, je crois savoir que depuis, M. Beauvalet peut-être confirmé, c'est 2660 par mois maintenant, depuis 2021. Donc, si vous mettez 2600, votre permis sera refusé. Ok, merci de le préciser. Je signalerai à mes collègues. Je leur taperai sur les doigts de ne pas m'avoir actualisé. Ils ont peut-être fait volontairement pour que je me fasse piéger. Merci pour la précision. Oui, merci à toutes et à tous. Merci d'avoir effectivement nourri et actualisé aussi les connaissances de l'OCIRT en la matière. Comme l'a dit M. Dubouchet, c'est quand même, alors pas au niveau des stages, la définition des stages, mais de la question de l'entrée en vigueur et de l'application du salaire minimum pour certaines catégories de stages, ou plus exactement de premiers emplois, est un sujet, un work in progress, et qu'il y a encore beaucoup à faire. Monsieur Dubouchet vous a donné aussi l'adresse à laquelle vous pouvez soumettre vos questions, vos interrogations à propos du salaire minimum. Nous mettrons à disposition sur le site du CAGI comme sur le nôtre à la fois le PowerPoint, la présentation de monsieur Dubouchet, mais aussi peut-être ce lien. Ça permettra effectivement aux personnes de pouvoir adresser directement. Je voulais conclure au-delà de ces remerciements aussi en vous annonçant que nous allons maintenant interrompre avec l'été qui vient nos rencontres qui recommenceront à partir du mois de septembre avec des cycles comme cette année, rencontres avec les services publics, sur philanthropie, recherche de fonds, sur le monde des associations qui amènent des chercheuses et des chercheurs de venir présenter leur travail de recherche sur le monde associatif. Et peut-être, mais même beaucoup de nouveautés l'année prochaine dans le cadre de nos rencontres. Vous êtes tous et toutes invités le jeudi 16 septembre à partir de 17h30. Nous ferons notre 3e rentrée des associations qui vous donne l'occasion de rencontrer non seulement d'autres associations locales ou internationales, mais également les politiques. Cette année, ce seront les 2 départements de la cohésion sociale qui sont représentés. M. Thierry Apotelos, pour conseiller d'État pour le département de la cohésion sociale et des sports, je ne sais jamais entre les deux, et Mme Christina Kitsos pour le département de la cohésion sociale et de la solidarité, et aussi un certain nombre d'élus municipaux et cantonaux qui seront là. Pour vous tenir au courant, inscrivez-vous à notre newsletter depuis notre site. Et puis, on se réjouit de vous retrouver l'année prochaine et avec aussi d'autres événements en collaboration avec le CAGI et d'autres acteurs publics, parapublics ou associatifs. Je vous souhaite un excellent été et je remercie encore M. Dubouchet-Cortet. Merci. Merci. Bon été.